Nous sommes en l'an 1000 de notre ère. Un massacre vient d'être perpétré quelque part dans le sud de la Corse. Un silence de cimetière envahit les villages et l'atmosphère est devenue pesante. Le soleil a disparu. Il a laissé la place à un ciel couvert d'un épais voile sombre et les nuages commencent peu à peu à déverser leur haine sur la terre. Soudain, venue du ciel, une voix, puissante et grave, comparable à celle d'un dieu irrité. È morto il conto Arrigo in bel mese, e la Corsica sarà di male impegno. Phrase qui résonne dans les cieux comme une prophétie de malheur, qui traverse les monts, les ruisseaux et les plaines, et provoque un frisson dans le cœur de chaque homme et de chaque femme d'une île tout entière. Comme un souffle qui glace le sang des nobles et révolte celui du peuple, et qui annonce des temps sombres que même une résilience éternelle ne saurait endurer. Mais qu'a-t-il bien pu se passer dans cette île en paix depuis 100 ans pour que le monde se soit ainsi arrêté de tourner? Comme vous devez vous en douter, nous allons parler aujourd'hui d'un certain Arrigo il Belmesser, comte de Corse chargé de sens et de symboles. De sa personne, il annonce le début d'un nouvel âge, comme les 3 coups de brigadier sur le plancher d'une scène de théâtre. Levé de rideau, lumière en place, acteur prêt, place au spectacle. Le comte Arrigo est mort et la Corse ira de mal en pis. C'est cette phrase qui, selon la légende, claqua comme un tonnerre dans le ciel de Corse au mois de mai de l'an 1000. Ces mots ont plusieurs significations. Ils sont annonciateurs d'une part d'un chemin à parcourir pour le moins troublé. Ils sont le socle commun de la pensée de tous les chroniqueurs corses de la période médiévale. Giovanni della Grossa, à l'époque où il écrit ses chroniques, nous parle par exemple d'un temps mouvementé où l'on s'emploie, je cite, plus aux discordes, aux guerres et au désordre qu'à bien écrire l'histoire. Mot révélateur d'autre part d'une espèce de tendance à l'autodestruction qui caractérisera tous les puissants seigneurs insulaires, seigneurs parfois tyranniques, souvent imprévisibles et la plupart du temps violents. Tendance qui se vérifiera plusieurs fois tout au long de l'histoire, elle a vraisemblablement survécu jusqu'à nos jours et elle survivra encore probablement longtemps. Et enfin, mots fondateurs. Ils sont la première pierre posée par les historiens et chroniqueurs corses du XVe et XVIe siècle pour décrire la période de l'Incastellamento, période du Xe et XIe distinguée par l'apparition tout autour de l'île de centaines de fortifications construites par différents barons locaux sur des promontoires rocheux dotés d'étonnants pouvoirs naturels de défense. Ces barons désiraient posséder des terres afin d'y imposer leurs lois et de s'enrichir au détriment d'autres populations et surtout au détriment des seigneurs de la même région. À ce titre, ils n'hésitaient pas à attaquer leurs voisins pour agrandir leur territoire et se donnaient en plus le droit de prélever l'impôt sur les habitants de la Piève, pouvant ainsi devenir de plus en plus puissants jusqu'à ce qu'un baron plus fort et plus ambitieux se dressait sur leur route. Ainsi, celui qui était insignifiant pouvait devenir puissant et se faire seigneur, alors que celui qui était puissant pouvait du jour au lendemain devenir faible et miséreux. En partant du constat que l'existence d'Arrigo Colonna ne peut être prouvée, contrairement à celle d'Ugo Colonna, son ancêtre en ligne directe, dont l'existence peut, elle, très bien faire débat, nous allons à travers cette émission nous consacrer à relater la légende d'Arrigo il Belmesser à travers les récits de Della Grossa. Bien que ce ne soit là qu'une légende, elle est puissante et parlante à la fois, et elle est le mythe fondateur du Moyen-Âge corse. Elle se doit donc d'être connue de tout insulaire, attachée à son histoire. Sotto ponte a Prunelli, come siete più leni, come siete più Avant de nous immerger complètement dans la légende d'Arrigo il Belmesser, arrêtons-nous quelques minutes et commençons par exposer le contexte de la Corse dans son monde méditerranéen, en l'an 1000 après Jésus-Christ.
En Espagne, le royaume d'Al-Andalus a laissé la place au califat de Cordoue à la suite de différents conflits internes. Les Arabes ne possèdent plus que la moitié de la péninsule ibérique depuis que les royaumes chrétiens du Nord ont entamé la Reconquiste. Cette reconquête se fera très progressivement et aboutira par l'apparition de nouveaux États chrétiens d'origine germanique, tels que les royaumes de Castille et d'Aragon. En Afrique du Nord, l'empire fatimide, issu des mêmes tribus arabes que les Maures d'Espagne, a conquis l'Égypte en 969 et contrôle tout le nord du Sahara. L'empire connaîtra par la suite de nombreuses sécessions et s'effondrera lors de la perte de la Sicile à la fin du XIe siècle. En Europe orientale, l'empire byzantin est en perte de vitesse. Cependant, il connaît une nouvelle expansion après celle de Justinien au VIe siècle. Il domine sous Basile II la boîte de l'Italie, une grande partie de la Turquie ainsi que la Grèce et la Bulgarie. Ce sera la dernière grande expansion que Byzance connaîtra. Elle aura ensuite du mal à contrer les invasions seldjoukides à l'est et perdra la majeure partie de son influence à l'ouest. En Europe occidentale, l'Empire romain d'Occident s'est divisé sous les descendants de Charlemagne. Il s'est transformé en deux États, le royaume de France avec à sa tête la dynastie des Capétiens, qui possède la quasi-totalité de l'Hexagone, et le Saint-Empire romain germanique qui, lui, est dirigé par Othon III, petit-fils d'Othon Ier le Grand, et qui englobe toute la Germanie ainsi que l'Italie du Nord et par corrélation la Corse. Ces deux États dureront encore 1000 ans et donneront naissance à ce que l'on entend aujourd'hui lorsque l'on parle de l'Italie, de la France et de l'Allemagne. L'unification de cette partie de la Méditerranée occidentale, de la mer Tyrrhénienne pour être plus précis, permettra à des cités comme Gênes et Pise de se développer et de devenir de grandes puissances maritimes. Et l'on constatera au fil de nos podcasts l'importance que ces cités auront dans l'histoire de l'île. Et la Corse dans tout ça? Pour commencer, au niveau sociétal, la fin de ce premier millénaire est d'une part semblable à peu de choses près à son commencement. La société insulaire est essentiellement une société rurale de pastours, bergers en français, qui vivent avec leurs troupeaux en plein hiver et montent faire paître leurs bêtes en montagne l'été. Deux choses ont toutefois été bouleversées. Les habitants des villages sur le littoral, ciblés régulièrement par des raids barbares, ont déserté les plages et ont opéré une sorte de mouvement de repli à l'intérieur des terres, comme l'ont fait ponctuellement leurs ancêtres avant eux. Les officiers investis par les différents empires, nobles corses dans le sud ou d'origine ligurienne et toscane donc continentale dans le nord, commencent peu à peu à dresser des castides sur des sites avantageux par nature. À partir de là, ils se consacrent à essayer de maîtriser leur territoire, dont ils tirent peu à peu leur pouvoir ainsi que leurs profits financiers. D'autre part, l'île connaît en cette période deux types d'immigration. Premièrement, une immigration forcée par les menaces extérieures, à l'image des Corses emmenés comme esclaves dans d'autres contrées méditerranéennes. Et deuxièmement, une immigration plus volontaire, comme tous ces groupes de Corses partis peupler la cité littorale d'Ostie à quelques 10 km de Rome. Le pape Formose, premier pape corse, ferait partie de cette vague d'immigration selon certaines sources plus ou moins valables. Au niveau administratif ensuite, la Corse est sous domination pisane. À la fin du Xe siècle, Pise devient progressivement une puissance maritime et commence à asseoir son autorité en Corse grâce notamment à l'aide du Saint-Siège. D'abord alliée de Gênes, la cité toscane s'enrichit au fil de ses victoires dans toute la mer Tyrrhénienne, comme par exemple en Sardaigne et en Sicile, et en obtient de fait la suprématie. Le Saint-Empire romain germanique donnera même une large autonomie politique à la cité pisane. Par ailleurs, les historiens placent le début de la domination de Pise sur la Corse en 1050. Cette mainmise sur l'île s'observe principalement par la construction de multiples édifices religieux tout au long des XIe et XIIe siècles et sera l'élément déclencheur de la convoitise maladive de sa rivale, Gênes la jalouse sérénissime. D'ailleurs, au niveau religieux, les Corses du début du deuxième millénaire sont majoritairement chrétiens, malgré le fait, selon plusieurs historiens, qu'ils le soient devenus plutôt tardivement comparé à tous leurs voisins méditerranéens, ils le restent profondément. Ils sont d'ailleurs aussi et surtout très romains, puisque la donation des Carolingiens de la terre de Corse au Saint-Siège reste ancrée dans les mémoires. Le pape Grégoire VII, qui plus est, s'emploiera de manière zélée à réaffirmer la souveraineté pontificale sur l'île. Au niveau linguistique, on voit apparaître en cette fin de premier millénaire et début de deuxième de notre ère les prémices d'une langue considérablement latine et romane. Elle a été, au fil des siècles, finement agrémentée de restes germaniques, dû à la présence des Lombards puis des Francs, et elle a ensuite été ornée de quelques rares mots venant du parler des peuples sarrasins. Postérieurement,
Elle sera naturellement décorée des dialectes toscan et génois. C'est cette langue qui donnera plus tard ce que l'on connaît aujourd'hui comme la langue corse historique. Et enfin, au niveau géopolitique, la Corse s'est débarrassée de la colonisation mauresque grâce entre autres à l'aide du pape qui avait envoyé sur l'île le prince Ugo Colonne, décrit par Olivier Jeas et Jean-Marie Arrigue comme le restaurateur de l'ordre chrétien avec ses fils et ses lieutenants. C'est son fils Bonifacio, dit Bianco, qui mettra un terme à la guerre des Maures. Voilà pour la partie qui appartient au récit. Pour ce qui est de la partie qui appartient à l'histoire, on sait que Boniface II de Toscane possède le titre de Tutor Corsicae. Il a défendu l'île dans la première moitié du IXe siècle et a probablement créé puis fortifié Bonifacio en 830. Bien que l'occupation présumée de la Corse par les Sarrasins ait été annihilée, les raids maures n'en ont pas été stoppés pour autant. C'est en 1016, selon Jean-Marie Arrigue, que Pisans et Génois brisent définitivement les Arabes en sortant vainqueurs du roi sarrasin Moudjahid qui tentait de s'implanter en Corse et en Sardaigne. Sur l'île, nous l'avons déjà dit, l'heure est à l'incastellamento. La discorde qui naîtra de la supposée mort du comte Arrigo fera naître dans un premier temps deux partis politiques, ou plutôt deux modes de gouvernance bien distincts. Le premier étant le mode seigneurial, hérité de la féodalité carolingienne, où un seigneur issu d'une lignée de sang possède tous les pouvoirs sur ses vassaux, et le second, plus moderne, étant le mode a popolo agumuna, qui lui est largement inspiré de ce qui se passe dans la République de Gênes et qui sera un avant-goût du communisme qui viendra beaucoup plus tard. Après quoi, par lien de cause à effet, plus les seigneurs et les gentilshommes se créeront des dominations territoriales, plus la discorde sera grande, et les malheurs des Corses avec. Selon Giovanni della Grossa, je cite, « On peut dire que ces malheurs de l'île de Corse égalent ceux de l'Empire romain aux temps anciens, quand on créait autant d'empereurs que de provinces. » Une fois le contexte posé, nous pouvons à présent nous plonger dans le récit légendaire d'Arrigo Colonne, dit Il Bel Messere, que nous a légué Giovanni della Grossa. Sa date de naissance peut être située vers 960 si l'on se réfère aux différents événements racontés par les chroniques. Dans celle de Giovanni, le notaire ne nous parle pas de l'enfance du héros, nous n'en savons donc que très peu, voire rien du tout. Le récit commence lorsqu'Arrigo atteint l'âge adulte. À la mort de son père, le comte Guido, arrière-arrière-petit-fils d'Ugo Colonne, Arrigo est fait comte de Corse. Dans l'histoire des révolutions de Corse écrite par l'abbé de Germanès en 1771, on apprend que c'est Arrigo Colonne, dit le beau monsieur, qu'un empereur dont l'histoire ne rappelle pas le nom, fit chevalier et à qui l'on confirma la possession de la Corse. Dans les chroniques, on lit qu'il se marie à une certaine Ginevra di Torquati, femme de grande vertu et de grande valeur selon Giovanni. Tout comme les aïeux d'Arrigo, elle est issue d'une illustre famille romaine. Avec elle, il engendre 8 enfants, dont 7 garçons. La descendance est assurée. Leur fille, appelée Bianca, est l'aînée de la fratrie. Elle est donnée en mariage à Antonio di Cinarca, fils du comte Forti, et descendant de Cinarco, fils cadet d'Ugo Colonne. Toute la famille prend résidence au Palazzo di Poggio, non loin de Corte, comme l'ont fait tous les anciens comtes et leurs familles. Ainsi Giovanni pose le cadre familial d'Arrigo il Bel Messere. Ce cadre sera important pour le reste du récit, et il en va de même pour comprendre ensuite les liens entre tous les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire médiévale corse. Du palazzo, le comte Arrigo commence le gouvernement de l'île, gouvernement décrit par Della Grossa comme noble et exemplaire. Voici les actions qu'il mène. Il commence par confirmer tous les barons et seigneurs de Corse dans leur possession, dont son frère Bianco, pour tout le sud de l'île. Il adoube ensuite chevaliers quelques nobles et gentilshommes dans un esprit de méritocratie et nomme d'autres barons pour administrer la justice en son nom. Enfin, il se donne pour mission de faire le tour de l'île une fois par an en se rendant dans les villes et les villages de Corse
afin d'y recevoir ceux qui n'avaient soit pas les moyens de venir à sa cour de Corté, soit qui n'étaient pas en capacité physique de s'y rendre. Quand un homme du peuple subit une injustice d'un quelconque seigneur qui gouverne en son nom, il n'hésite pas à destituer ce seigneur ou à le punir sévèrement. Il éprouve un grand ressentiment à chaque fois qu'une telle injustice est perpétrée, et c'est entre autres pour cette raison qu'il développe dans l'esprit de certains barons une espèce de haine maladive. Par ailleurs, il envoie l'évêque d'Alérie à Rome auprès du pape pour faire abolir la dîme des enfants, dîme qui consistait à donner un enfant de chaque famille une fois tous les 5 ans pour servir à Rome soit dans les armées pontificales, soit au Vatican. Le pape reconnaît alors la rapacité et l'injustice de cette taxe et l'abroge. Cette petite victoire fut à l'origine de la grande réputation d'homme de bien d'Arrigo il Belmesser. Elle est une des raisons pour lesquelles, à défaut d'être aimé par la plupart des nobles, le peuple l'aimait profondément, comme on aime un père, selon Giovanni. Aimé par le peuple, détesté par les puissants. Voilà le constat que l'on peut dresser du bon gouverno d'Arrigo il Belmesser. C'est à partir de cet état de fait que Giovanni della Grossa poursuit le récit. À défaut de nous avoir parlé de son enfance, Giovanni nous a laissé une description épique du comte Arrigo. La voici. Le comte Arrigo fut appelé le Belmesser parce qu'il était d'une beauté remarquable et le plus bel homme au monde que l'on put trouver de son temps. On ne se souvenait pas encore avoir vu, ou s'il était déjà né, un homme aussi beau. Il était de grande taille, la peau et le visage clairs et bien colorés, ses membres étaient bien proportionnés à sa stature et son regard très beau. La grâce de son parler était extrême. Il était d'une grande courtoisie dans toutes ses actions, généreux, bienveillant et par-dessus toute autre vertu, il était très juste. Il n'aurait jamais commis pour rien au monde d'injustice et il était sévère envers les barons et les officiers qui gouvernaient et administraient la justice en Corse. C'est donc cet homme qui gouverne toute l'île à la fin du Xe siècle de notre ère, et ce pendant 22 années de bons et loyaux services. Mais alors, comment et pourquoi un homme aussi doué de bonté, un seigneur aussi juste, a-t-il bien pu tomber ainsi? Pour le comprendre, replongeons-nous dans le récit. Au mois de mai de l'an 1000, Arrigo a 40 ans. Il est dans la force de l'âge, fier de tout ce qu'il a accompli, et satisfait de ne pas avoir trahi la mémoire de ses ancêtres, en ayant eu la sagesse d'esprit de garder l'île en paix et dans de bonnes dispositions pour l'avenir. Entouré de ses plus fidèles serviteurs et de ses 7 fils, il se rend chez ses cousins de Chinarque pour s'adonner à son activité préférée qu'est la chasse, mais aussi pour se reposer quelque temps de son travail de comte. Il faut dire que, pour gouverner la Corse, une bonne santé mentale et une condition physique à toute épreuve sont primordiales, tant la tâche est compliquée. Un soir, lors de ce séjour, le comte Forti Chinarca trouva le moment opportun pour lui parler d'un problème qui persistait depuis selon lui trop longtemps. En effet, les Tralaventacci, descendants d'Arguto, un lieutenant du comte Ugo Colonna, occupent depuis plusieurs décennies la vallée de Coro et le castello de Tralavento. Ugo Colonna avait pourtant interdit à son lieutenant de fortifier cette éminence rocheuse car elle faisait partie du comté de Chinarca. Cependant, rien n'avait été fait depuis au moins 4 générations et les Tralaventacci avaient commencé à prendre de plus en plus de territoire autour du castello. Forte affirma ensuite à Arrigo qu'il avait essayé de régler lui-même ce problème, seul avec les principaux intéressés, mais que ceux-ci lui avaient répondu qu'il possédait ces terres depuis trop longtemps pour que ni Forte Chinarca ni ses descendants n'aient une quelconque légitimité sur eux. Après l'avoir entendu, le comte Arrigo il Belmesser estima que cette affaire était de la plus haute importance et que s'il ne faisait rien, les deux parties risquaient de s'embraser. Au petit matin, Arrigo fait partir une lettre à Tralavento pour convenir d'un jour où il irait tirer au clair toute cette histoire en écoutant les arguments des deux camps et donne le même rendez-vous à son cousin Forte di Chinarca. Une fois le jour du rendez-vous venu, Arrigo se rendit au castello dei Tralaventacci accompagné de ses fils qui étaient en bas âge. Sans crainte aucune et persuadé de régler ce conflit à l'amiable, comme il avait jusqu'alors réglé tous les conflits qui s'étaient mis sur sa route, il ne se fit accompagner que par une légère garde rapprochée. Une fois sur place, il prit le temps de bien faire le tour du propriétaire, de faire noter toutes les dépendances et tous les chemins, et de relever tout ce qui pourrait indiquer la présence d'une construction sur le comté voisin de Chinarca. Cela fait, il commença à discuter avec un des chefs Tralaventacci, un peu à l'écart du groupe. C'est alors que, embusqué dans un lieu plus en hauteur, un sarde, probablement engagé comme mercenaire, tira sa lance et transperça le comte Arrigo en plein cœur. Le beau sire tomba, et il mourut aussitôt.
À ce moment très précis, toute l'assemblée est dans un état de sidération, tel que le seul à réagir est le comte Forte Ishinark. Il enjambe sa monture à toute vitesse, se rue vers le sarde qui était en train de fuir et le tue d'un coup de lance bien placé. Une fois le sarde tué, conscient d'avoir été entraîné dans un piège, il sort son épée, la pointe sur l'assemblée des Tralaventaci en criant « Evviva Gontarigo !» C'est à ce moment-là que les autres soldats de Tralavento sortirent de leur cachette en nombre. Pris de court, Forte prit la fuite vers Chinarca et la garde rapprochée d'Arrigo lui emboîta le pas. Les enfants du comte, tous en bas âge, avaient été capturés entre-temps par certains des Tralaventaci. Une fois la rixe terminée, ces derniers emmenèrent les enfants, prétextant leur montrer un autre castido, et s'arrêtèrent dans le Prunelli. Sous un pont, ils noyèrent, un par un, les 7 fils d'Arrigo. Ce pont, sous lequel ont été noyés tous les espoirs de bon gouvernement de la Corse, s'appelle aujourd'hui o Ponte di Sette Poli, le pont des 7 poussins en français. Afin de mieux comprendre pourquoi ce nom, je vous propose de relire le passage où Giovanni nous décrit ce terrible meurtre. Les Tralaventaci, restés maîtres du champ de bataille, se mirent aussitôt à courir. Ils s'emparèrent des 7 fils, pensant se préserver ainsi pour que personne ne s'oppose à eux à l'avenir. Ils les emmenèrent vers le pont en disant qu'ils voulaient aller voir la Rocca de Coro avec eux. Mais ayant passé le pont, ils descendirent et passèrent dessous, là où la rivière a un cours réduit et qu'elle forme une sorte de lac, et dans cette rivière, ils noyèrent les 7 enfants, sans montrer de pitié ni de remords, pleins de cruauté et de trahison. Et quand les gens leur reprochaient leur cruauté qui leur avait fait noyer 7 aussi beaux enfants, ils répondaient que c'était là 7 poussins. Ce pont s'appelle toujours aujourd'hui le pont des 7 poussins, et on l'appellera toujours de la sorte. Ainsi le comte est mort, et avec lui la paix de l'île, et de cette mort naîtra une grande discorde dans les années qui suivront. Poursuivons alors avec le récit. Ginevra, toujours dans le palais de Poggio avec sa fille Bianca, apprend la mort de son mari et de ses 7 fils par un messager. Effondrée, elle déclare 3 jours de deuil, de pleurs et de lamentation dans toute la Corse. Elle envoie ensuite une lettre à tous les seigneurs de l'île dans laquelle elle réclame vengeance à la trahison. Se joignent à elle dans la foulée les barons du Desademon qui ont appris le crime commis par les Tralaventaci. Pinaschi de Balagne, Amondaschi de la vallée du Golo et même Coasinaschi des plaines orientales viennent trouver la comtesse au palazzo. Ensemble, ils franchissent le col de Vitsavona et se dirigent vers Tralavento. Sur leur chemin, Forte Ishinarca et son fils Antone, gendre du comte Arrigo, prennent part à la marche. Arrivés dans la plaine de Palmento, ils sont retrouvés par les Orlandinacci de Icco, les Biancolacci de Carbini et les Ramondaschi d'Ornano. Ne manquent à l'appel que les Salaschi, dont certains faisaient partie de la garde rapprochée du comte Arrigo au moment des faits, et qui avaient abandonné les enfants de leur seigneur à la merci de ses ennemis. Les Tralaventaci, pas très rassurés par les événements, voyant cette masse de population se regrouper dans les plaines avoisinant leurs remparts, s'enferment dans leurs castidi et se préparent à la guerre. Un peu plus bas, dans les plaines voisines, la comtesse Ginevra cherche avec les notables de toutes ces familles un moyen de venir à bout des traîtres de manière expéditive. Une ruse est alors mise sur la table. Au moment du siège, ils simuleront un combat entre 2 clans a priori rivaux, ce qui fera sortir les renégats de leurs fortifications en pensant qu'ils auraient l'avantage. Mise à exécution, la ruse s'avère beaucoup plus bénéfique que lors de sa conception puisque les Coasinaschi qui avaient prétendu se rebeller contre la comtesse sont invités à l'intérieur même du casting. Une fois à l'intérieur, et plus nombreux que ceux qui défendaient l'enceinte, ils se mirent à tuer tous les Tralaventaci qui leur opposaient résistance. Une fois tous les traîtres tués, la comtesse ordonna la capture de toutes les femmes et de tous les enfants qui s'étaient réfugiés dans la fortification. Elle les enferma dans le logis seigneurial et donna l'ordre d'en finir avec les Tralaventaci en mettant le feu à tout le domaine. Femmes et enfants périrent par le feu, le castido tomba en ruine et la vengeance fut accomplie.
dai ghiassi di sangue e strade spavento e partuto lione a saluta uantu i suoi compagni vieri sottrapiente riolta si socchida de sfiere un silenzio s'ascolta e partuto lione a saluta uantu una lacrime corsa in occhi d'un sidello e partuto lione a saluta ugello l'hanno dolto luviato ma è viva oggi uso basse stampato per diserte per fogge e partuto lione a saluta ugello di usoru guardino riombelu e vole e partuto lione a saluta usole po compreme uantu di quello che fu cieco sui dando sogantu troveremo C'est de cette manière que Giovanni della Grossa nous raconte la soif de vengeance de l'épouse d'un seigneur trahi par ses vassaux, mais aussi la colère de tous les barons de l'île, venus accomplir le châtiment bien mérité par des traîtres qui ne seront pas les derniers de l'histoire de Corse. Plusieurs fois, ce schéma se répétera, schéma digne d'un destin des plus infortunés, où des hommes importants de leur temps, œuvrant pour la liberté de leur patrie, au sommet de leur art et sur le point d'effectuer quelque chose de grand pour l'île, seront trahis par des voisins ou des cousins, et parfois même par des frères et des fils. C'est peut-être de ce destin funeste que les Corses tirent au plus profond d'eux-mêmes cette soif avide de vengeance qui sera le fil rouge sang de notre histoire. Et pourtant, nous le savons bien, il n'y a jamais de vengeance qui font croître la paix. E partuto lione a saluta e Une fois la vendetta réalisée, tout le monde se rassembla dans la plaine de Palmento, non loin du Pronegli. Ce rassemblement, ressemblant étrangement à la première veduta jamais organisée, a pour but de désigner le prochain comte de Corse. La comtesse Ginevra a fait des propositions et appelle de ses vœux la nécessité d'un bon gouvernement pour l'île. Elle s'adresse à tout le monde et concerne chacun des seigneurs présents en demandant l'avis de tous. C'est alors que les premières prétentions se firent entendre. Les fils Biancolacci, neveux germains d'Arrigo et Belmesser, répondirent aux propositions de la comtesse en avançant le fait qu'ils étaient les derniers représentants masculins en ligne directe de l'héritage du comte Ugo Colonna et que c'était la raison pour laquelle la seigneurie de Corse leur revenait. Intervint alors Anton di Ginarca. Pour lui, étant l'époux de Bianca, fille du comte, c'est à lui que revenait de droit le pouvoir. De plus, il avança l'argument qu'il était lui aussi de la maison des Colonna, puisqu'il est l'héritier de Cinarco, fils cadet d'Ugo Colonna. Malaspina Pinaschi, quant à lui, pensait que parce que sa mère était la sœur du feu comte Arrigo, c'est à lui que devait revenir la suzeraineté de l'île. Rolandino de la maison Amondasque lui répondit que si dorénavant l'héritage pouvait passer par les femmes, alors il devait hériter lui-même du trône puisque sa mère était aussi une des sœurs d'Arrigo, la sœur aînée qui plus est. Truffetta de Coasine, enfin, prétendit au comtat pour la simple et bonne raison que c'était lui qui était entré dans le castello de Tralaento et qui avait mis à exécution les ordres de Ginevra. Voilà la situation dans laquelle se trouve la comtesse, situation pour le moins délicate.
Visiblement à l'aube des plus grandes discordes à venir, elle décide de gagner du temps, demande à tout le monde de patienter afin d'élire correctement la personne qui sera nommée à la tête des seigneuries dans de meilleures conditions, et pense même qu'elle pourrait gouverner elle-même la Corse avec l'aide de son gendre et des plus proches parents du comte. En sachant que rien de bon ne pourrait être décidé lors de cette réunion, elle renvoya tout le monde chez soi et s'en rentra elle aussi dans son palais de Corté. S'ensuivit un long déluge, 8 journées entières de pluie qui détruisirent la plupart des récoltes du mois de juin de l'an 1000, ce qui entraîna une famine des plus dures. L'hiver suivant, il faisait si froid que la neige tombait sous forme de grêle et tuait quasiment tout le bétail sur son passage. En l'an 1001, un an après la mort du comte Arrigo, la peste frappe l'île sauvagement, ce qui n'empêche pas que certains seigneurs, en manque de nouvelles de la comtesse, commencèrent à attaquer leurs voisins qui avaient des vues sur le trône. À la fin de la première année après la mort du comte, un processus de guerre généralisé apparut dans plusieurs contrées, processus décrit par Giovanni en ces termes. Les chevaliers se faisaient la guerre, les gentilshommes, les notables et les peuples entre eux, en tout lieu, qui faisaient des brigues et qui volaient, tous pleins de cruauté les uns contre les autres, sans qu'on puisse leur appliquer de remède, et ces discordes durèrent encore 5 années et furent accompagnés de famine et de maladies. Toujours selon Giovanni, Forte et Icinarca meurent en 1005 de la peste. En 1006, la comtesse Ginebra est elle aussi emportée par ce fléau. Elle laisse le Palazzo de Poggio à son gendre Anton di Icinarca, comme si pour elle, il était le successeur légitime du royaume de Corse. Ce dernier prend alors possession du palais, symbole politique de l'île, et envoie une lettre à tous les barons et gentilshommes en leur expliquant qu'il détient de fait le palazzo qui lui a été légué par la comtesse et leur demande de bien vouloir venir lui prêter serment et lui jurer obéissance. Ses semblables, fort exaspérés par l'illégitimité d'Antone et par ses prétentions sur le pouvoir, se rendirent tous à Corté. Mais ce ne fut pas pour lui jurer fidélité. Dans un excès de confiance, Antone di Icinarca se retrouve désarmé devant une ligue de barons venus lui faire la guerre. Il arrive toutefois à avoir la paix par capitulation, mais voit son palais rasé entièrement jusqu'aux fondations. Découlent de cet événement plusieurs choses. D'abord, une guerre de succession qui oppose partout sur l'île des seigneurs prétendant au titre de comte de Corse ou des chevaliers qui montent en puissance. Ensuite, une recrudescence de l'incastellamento, chaque baron et officier voulant se constituer un pouvoir local en construisant des castedi sur des sites dominants. Et enfin, un reniement de la justice universelle insulaire, chacun tentant de dicter ses propres lois et de créer son propre gouvernement. Giovanni della Grossa décrit ces 3 états de fait en ces termes. Voyant que chacun aspirait à la domination sur son voisin et sur l'univers, d'autres notables qui n'étaient pas chevaliers mais possédaient simplement une certaine aisance et étaient suffisamment honorables, se mirent à agir d'eux-mêmes en se fortifiant par rancœur envers les autres nobles. En se fortifiant ainsi, ils créaient de nombreux conflits entre eux, des brigues et des dévastations universelles parce que chacun d'entre eux voulait être libre seigneur et commander aux autres et s'emparer de leurs biens. Plus grand était le nombre de leurs parents et amis, et plus ils empiétaient sur leurs voisins. Ils firent si bien que les chevaliers et les chefs principaux se multiplièrent dans toute la Corse. Ils se déclarèrent seigneurs de petits villages et même de pièves entières, qui d'une capella et qui d'une autre, dans les régions où ils demeuraient. Ils perdaient par là tout le respect dû à leurs seigneurs et à leurs supérieurs, et les injustices apparurent comme cela survient partout où l'on perd toute obéissance et tout sens de la justice. Ainsi, celui qui était petit pouvait devenir grand et se faire seigneur, alors que celui qui était grand pouvait finir pauvre et ruiné. La discorde engendrée par la mort du comte Arrigo et Belmesser et de ses 7 fils durera jusqu'à l'arrivée dans l'île des marquis toscans de Massa, branche des Oberteng, dont la présence historique en Corse est attestée par différentes sources notariales. Giovanni della Grossa fixe leur arrivée 62 ans après la mort du comte et nous dit qu'ils sont venus dans l'île missionnés par le pape Grégoire VI, mais il commet là un anachronisme évident. Antoine-Marie Graziani, dans ses notes de bas de page, nous apprend d'abord qu'en 1062, ce n'est pas Grégoire VI qui est pape, mais bien Alexandre II. Graziani nous suggère donc de voir le mandataire des marquis de Massa en la personne de Grégoire VII, qui est pape de 1073 à 1085. Ensuite, il nous apprend que ces marquis de Massa se sont bien implantés en Corse, mais plutôt vers 1080, ce qui rend le récit de Giovanni inexact. Il convient alors de noter que c'est malgré tout de cette façon que la cité toscane de Pise engage sa domination sur l'île de Corse. C'est donc de cette façon que Giovanni nous a conté l'histoire d'Arrigo Colonna, dit le Beau-Sire.
comte de Corse pendant 22 ans, il aurait gouverné de la manière la plus noble possible l'île entière et serait tombé par les armes, trahi par de vils et malsains personnages, à qui l'on doit manifestement tous les malheurs du pays. Giovanni della Grossa nous décrit donc dans ses chroniques l'avènement d'un seigneur profondément juste qui a hérité du titre de comte de Corse de ses ancêtres et dont la mort revêt une importance capitale pour les événements à venir. Il aurait gouverné de manière exemplaire l'île tout entière, usant constamment d'impartialité, de bonté, de droiture et de justice. Les comtes qui lui succéderont seront dans une logique d'émulation et tenteront tant bien que mal de l'égaler. Certains arriveront même à le dépasser. D'autres, au contraire, ne seront jamais au niveau. Depuis Arrigo, pour devenir comte de Corse, il faut tout d'abord tenir en respect tous les membres de sa famille, ce qui n'est pas toujours aisé et qui s'opère parfois par la force. Ensuite, il faut s'adjuger de l'amour des peuples. Et enfin, il est fondamentalement nécessaire d'être confirmé dans ce statut par les puissants lors d'une veduta, un rassemblement lors duquel tous les chefs de famille corse se réunissent dans des lieux à forte symbolique, comme le lago Benedetto de Mariana, pas loin de l'étang de Biguglia, pour élire le nouveau comte de Corse et lui donner la baguette, branche d'arbousier symbole du pouvoir. Le titre de comte, autorité politique forte en Corse, est d'essence carolingienne et tire ses origines des lieutenants administratifs de l'Empire romain, en latin comites. Il donne le droit de prélever l'impôt et de rendre la justice, mais aussi le pouvoir de lever une armée dans un temps réduit et de faire face à un rival intérieur ou à une menace extérieure. Mais pour arriver à posséder le statut de comte, il faut avant toute chose posséder un entourage sérieux. Selon Denis Luciani, docteur en histoire, pour s'imposer, il faut avoir à la fois la force des armes et un nombre conséquent de partisans. Fin de citation. Des partisans que l'on trouve la plupart du temps dans l'entourage proche des Ignori. Ce qui détermine leur arrivée au pouvoir, c'est qu'ils sont loyalement appuyés par leurs vassaux, leurs parents et leurs amis. C'est ainsi que la société corse s'est progressivement transformée en une société faite de clans. Voilà une thèse intéressante soutenue par Denis Luciani dans son essai sur la genèse et la nature de la féodalité corse. Selon lui, pour comprendre le fonctionnement d'une société demeurée clanique, il faut noter qu'au Moyen-Âge, l'entité insulaire est fragmentée et que l'intérêt porté par les puissances extérieures sur la terre de Corse crée dans l'île des rivalités exacerbées entre certaines familles, cherchant dans l'allégeance à ces puissances une reconnaissance en contrepartie de la mainmise sur des parts de pouvoir, de richesse et d'honneur. Le plus souvent, cela se fait au détriment de clans et de familles rivales. Nous pouvons observer là un autre des effets à long terme engendrés par la mort du comte Arrigo, mort qui symbolise, toujours selon Luciani, la fin de l'ordre féodal uni et pacifié auquel succède l'ère du chaos. Cet événement a considérablement divisé une société corse a priori unifiée sous un même pouvoir et dont les blessures, loin d'être toutes cicatrisées, sont encore visibles de nos jours. La légende d'Arrigo n'est peut-être qu'une légende, mais elle a le mérite de poser les bases de toute la période du Moyen-Âge corse, période au cours de laquelle les écrits manquent cruellement. L'exemplarité de ce comte, noble seigneur qui se fait aimer des peuples, mais détester des tyrans, donne un exemple criant de bon gouverno pour les générations futures et les prochains seigneurs qui voudront bien suivre son exemple. Pour Philippe Colombagne, Arrigo Belmesser est présenté comme un modèle politique pour les comtes de Corse du XVe siècle, qui veulent unifier l'île sous leur autorité. A l'inverse de son aïeul, le mythique Ugo Colonna, ou de ses descendants tels que Giudice Icinarca, Arrigo della Rocca ou encore Giampaolo da Lega,
aucune source n'atteste de près ou de loin de l'existence d'Arrigo il Belmécer. Personnage a priori plus symbolique que réel, son histoire sert à poser les bases de tous les événements qui viendront ensuite, mais aussi à comprendre de quoi est constituée la société corse d'aujourd'hui. Et comme nous savons que l'histoire n'est pas une science figée et qu'elle est indéfiniment variable, nous savons aussi que les vérités historiques d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain. Si passa in monti, una voce fu lampata tra i monti, dai monti, Corsica già stimata, un grand'uomo assassinato, il lo spino ammazzato, il lo spino ammazzato. Adico un bel messere, un alloro sul piacere, portava fede e onore, unia spardi l'amore, aperto era di gloria, cristiani a tutte l'ore, cristiana a tutte l'ore. Si vagiano la guerra per difendere la sua terra, ogni piano indipendente si mostravano i denti e il morbo sperava, l'isola maestrava, l'isola maestrava. Arrigo un bel messere, ragionava sì signori, perché la giustizia allora vi lampai mori vora, per essere tutti fratelli, non si sia più fragili, non ci sia più fragili. Uso castello di la rocca, caricati l'alta rocca, stupeato uomo santo, la via bello affondato, ricordì la socciucciata, una fiorida levata. Quel che ho sollato, lo si scuote ruffidato, a sollancia velenata, in lo spino l'ha ficcata, son Milani sa passata, che la sia rammintata, stertuano l'urazzino, in onda fiume vicino, anigato li violi, giù bulle innocenti, sotto ponte a Prunelli, come siete più leni, come siete più leni.